Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ECM Podcast. ECM, ce sont les initiales de Earthscare Movement, l'association fondée par moi-même, Guillaume, et Jérémy ici présent. Salut Jérémy, comment tu vas? Je vais très bien, bonjour à tous. Pour rappel, l'objectif de notre association est de faire le lien entre les problématiques environnementales et leur impact sur notre santé. Et aujourd'hui, à la une de ce podcast, nous parlons nutrition. Que vous soyez sportif ou simplement quelqu'un qui cherche à mieux manger, vous êtes au bon endroit. Nous avons le plaisir d'accueillir en interview une diététicienne spécialisée dans la nutrition sportive. Léonora, on te laisse te présenter. Alors bonjour, je m'appelle Léonora Belleville, je suis diététicienne nutritionniste spécialisée en nutrition sportive. Merci Léonora de nous accompagner sur ce podcast. On a réalisé une interview avec elle, donc c'est pour ça que le son, ou des fois ce sera un petit peu en décalage. Au sommaire de cet épisode consacré à la nutrition, eh bien on va parler des principes fondamentaux du bien manger et pourquoi c'est essentiel sur notre santé. Ensuite, nous aborderons la discussion passionnante avec Léonora sur la nutrition sportive et enfin l'impact de notre assiette sur l'environnement. Je vous rappelle que vous pouvez également nous écouter sur Spotify et Deezer et pour ceux qui préfèrent la vidéo, eh bien nous sommes également sur YouTube. Sans plus tarder, Jérémy, c'est quoi finalement bien manger? La première chose que je voudrais te signaler, et notamment à vous tous, c'est que bien manger, ce n'est pas facile. Et pour rappel, il y a plus de 700 millions de personnes à travers le monde qui souffrent de sous-alimentation. Alors bien manger, c'est pas facile, et la première chose que je pourrais notifier, c'est que il faut se remettre en cuisine. Aujourd'hui, en 2025, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de produits ultra transformés, que les jeunes sont susceptibles d'en manger, que c'est très cher et que c'est pas bon pour notre santé. Donc, les produits frais sont accessibles aujourd'hui. On a la chance d'être en France, d'avoir une diversité de produits et d'avoir des marchés qui nous offrent tout un panel de produits oubliés, des légumes anciens, etc. Et ça semble très important qu'ils reviennent dans nos assiettes. Donc, quand on regarde les programmes environnementaux mis en place par notre gouvernement, qui s'appelle le Plan National Nutrition Santé, qui fait un point tous les 4 ans, que ce soit la dernière version est de 2019 à 2023, il y a une chose qui m'a marqué. Évidemment, faut manger des fibres et il y a quelque chose qui est nouveau, c'est le Nutri-Score. J'aimerais faire une petite aparté sur ce nouveau sigle qui a été avancé par un réseau de scientifiques, que ce soit des nutritionnistes comme Leonara, mais également des médecins qui expliquent la qualité nutritionnelle des articles qui sont proposés dans les supermarchés. Et ça peut justement indiquer aux consommateurs quels sont des bons produits et quels sont des mauvais produits pour notre alimentation. Ça peut permettre justement d'éviter cette malbouffe qui est dans tous les rayons aujourd'hui de nos supermarchés. La deuxième chose qui m'a marqué sur le plan national de nutrition santé, c'est l'importance de réduire sa consommation de sel. Aujourd'hui, il est responsable de nombreux risques pour notre santé, notamment pour les personnes âgées. Les risques cardiovasculaires sont très importants et ça impacte énormément sa capacité à pouvoir se déplacer. Enfin, il y a un point qui m'a marqué, c'est que l'État essaye à travers un chèque fermier de conduire les consommateurs à acheter des produits locaux qui sont souvent chers. Comment? Bah justement, ce chèque fermier, il permet de réduire de 30% l'achat avec des produits de proximité, on pourrait dire, et justement limiter le coût de transport des aliments qui pourraient venir de l'étranger. Et Mais quand même, là, ce qui est marrant, ce que tu nous dis, c'est qu'il y a quand même un chèque fermier. Mais moi-même, qui suis en France, je n'en ai jamais entendu parler. Comment ça se fait, en fait, qu'on n'en entende pas parler, ça? bah, je pense que déjà, il y a la communication est quand même, je trouve, très limitée par rapport à ça, que ce soit d'un point de vue des initiatives locales. On en parle très peu dans les mairies et dans les zones généralement agricoles. Et je trouve que c'est dommage dans le sens où ben, le circuit court, on dit que c'est quand même une solution à tout quand on parle de limiter son empreinte carbone. On en reparlera quand on parlera de la thématique environnementale. Mais ça semble aussi fondamental de soutenir ces agriculteurs quand ils viennent juste à côté de nous. Et ben, je pense, informez-vous, mais
je pense qu'il est possible dans votre région de pouvoir souscrire à ce chèque fermier en fonction du revenu que vous avez aussi. Je pense que ça dépend du métier, du Ouais. revenu qu'on a d'un point de vue mensuel. Ouais, mais c'est très, très intéressant parce que du coup, ça permet de vraiment manger local et de comme tu le disais, de soutenir les agriculteurs. Surtout qu'en ce moment, dans cette période, on le voit partout, les slogans justement des fermiers, «Notre faim sera votre faim», et ça c'est véridique, c'est important et là, c'est j'allais dire ce chèque fermier, il est super important pour soutenir l'agriculture que qu'on a et puis les agriculteurs qu'on a autour de chez nous. Donc oui, c'est une très bonne initiative et je pense que ce qui manque en fait, aussi, c'est la recherche, la volonté, de manger plus sainement, de manger mieux et ce chèque fermier par exemple, malgré, une méconnaissance, ça peut être une très, très bonne solution. Et ce qui et le dernier point qui m'a vraiment surpris en regardant le plan national de nutrition santé de cette dernière édition par rapport aux éditions précédentes, c'est l'importance de bouger. Que ça soit pour les personnes âgées ou pour les jeunes, l'activité physique n'est jamais assez importante. On le voit que le sport, il est en déclin, que ce soit au niveau des jeunes et on trouve que, en fait, c'est indissociable. Bien manger, ça passe par le fait de se déplacer. Ça peut être certes de se déplacer à hauteur de 10 000 pas par jour pour une personne qui ne fait pas d'activité physique, mais je pense que l'expertise de Leonara sur ce sujet va nous permettre de nous aiguiller que en fait notre assiette c'est vraiment lié avec la manière dont on se déplace et la manière dont on voit une activité physique quotidienne. Et justement, il y a aussi une chose qui va être très importante qu'on parle, parce que d'après ce que tu m'as dit, je comprends que la nutrition, eh bien, elle fait partie intégrante du bien-être général. C'est une pierre essentielle à l'édifice du bien-être global. Et si on ajoute à cela les recommandations pour une bonne hygiène de vie, comme par exemple un sommeil réparateur, eh bien, on voit à quel point tout est lié. Pour les insomniaques parmi nous, eh bien, sachez que le manque de sommeil a un véritable impact sur vos envies alimentaires. Et pour ça, je vais laisser un extrait de l'interview avec Léonora, notre diététicienne. L'impact du manque de sommeil va engendrer plusieurs choses parce qu'il faut savoir qu'il a un rôle primordial sur la santé en général dans le corps, mais aussi sur les performances physiques parce qu'il participe à plein de maintien et de régulation dans le corps. Par exemple, on peut parler du système hormonal qui est régulé pendant le sommeil. Ça peut perturber, je pense, en nutrition, deux hormones qui sont impliquées dans la faim et dans la satiété, la ghréline et la leptine. C'est-à-dire que moins on dort, plus on va sécréter de la ghréline, qui est l'hormone de la faim. Donc, plus on peut avoir faim durant la journée, des envies de sucre, de craquage. Voilà, ça perturbe tout ça. Ça perturbe aussi le cortisol, donc on peut se sentir plus stressé, plus fatigué. Ça va perturber les fonctions cognitives, donc dans ce sens-là, toujours la fatigue, mais on peut avoir moins de vigilance. Donc chez les sportifs, ça fait moins de proprioception, ça accélère le risque de blessure à l'effort. Et puis aussi un rôle très important sur le maintien et la régulation de la glycémie. Donc les réserves en glycogène vont pas être, puisées pareil, ce qui peut favoriser encore une fois une fatigue. Donc fatigue, baisse de performance et cetera. Moins bien de récupération aussi à la fin. Pour ceux qui ne le savent pas, moi et Guillaume, du coup, on est infirmiers et en fait, ce que nous dit Léonora, je trouve que ça me fait écho à ce qu'on peut vivre au quotidien, sachant que moi, je travaille de nuit, donc depuis plus de 2 ans et je me rends compte que mes patients qui ont notamment des soucis, souvent de glycémie, donc on appelle ça le diabète, et ben, ça peut impacter réellement, leur nutrition. Elle est associée donc on le voit souvent la journée, donc ils ont des bilans nutritionnels qui sont très spécifiques, mais le grignotage qu'on peut avoir justement le soir, on voit que ça dysfonctionne totalement leur métabolisme et leur capacité à bien dormir en fait. Et justement, ça me fait écho à une nouvelle chose. Je crois que Guillaume, tu es en plein régime en ce moment. On a déjà parlé dans le précédent podcast. Et j'aimerais que tu nous informes un peu sur quelle est ta vision finalement de ta nutrition par rapport au sommeil, justement en fin de journée en fait. Ouais, bah justement là, ce qui est pas mal, donc ce que je me suis rendu compte là, en 2 semaines, j'ai déjà perdu 3 kilos en appliquant un régime, forcément, donc là c'est pour une pratique sportive, hein, et effectivement, il y avait une chose qu'il fallait retirer, c'est qu'en fait, quand on fait beaucoup de sport, bah, en fait, on a toujours cette sensation de faim, on a faim, on a envie de manger des choses, et du coup, c'est pour ça que c'est important d'avoir un régime équilibré, même pour perdre du poids, c'est important d'avoir un régime ultra équilibré, et en même temps, bah, moi, en fait,
fait, c'était à chaque fin de sport et surtout donc, après même avoir mangé le soir, j'avais envie de manger des noix, des petites graines, des petites choses comme ça et arrêter cette pratique même d'aller manger, un petit M&M's en se disant: «Oh non, c'est un petit M&M's et tout». Bah, quand on fait un régime, strict, en fait, on se rend compte que on avait beaucoup d'envie et beaucoup de grignotage et c'est pour ça que je parle de souvent ceux qui sont insomniaques, et qui, dorment très tard. Ben, on l'a vu avec Léonora, on a une hormone qui, va nous sécréter au lieu de la satiété, va nous sécréter: «Eh ben, en fait, frérot, t'as un peu faim, quoi» et là, moi, c'est exactement le cas. C'est que du coup, j'avais cette sensation d'avoir faim alors qu'en fait, j'avais mangé ma quantité, ce qu'il fallait. Mais en vrai, je le vois aussi sur mon lieu de travail, hein. Moi, comme je vous disais, je travaillais de nuit et il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est que mes collègues, souvent, ils mangent très tard. Ça peut arriver que vu qu'on travaille 12 heures, ils se disent: «Bah, la pause repas, finalement, je vais la faire vers 2 heures du matin» et moi, je me suis dit: «Mais en fait, c'est pas possible, le corps humain ne fonctionne pas de cette manière-là» et je me suis toujours efforcé à manger le plus tôt possible dans ma nuit pour ne pas perturber mon cycle hormonal. Donc c'est-à-dire à manger maximum vers 21h30-22 heures. Et bah, je trouve que c'est, très pertinent et on a souvent tendance à l'oublier, que la nutrition est vraiment en lien aussi avec, le cycle de la journée et de la nuit. Oui, ça, c'est très important, ouais. Si vous ne le saviez pas, avec, Jérémy, on adore se lancer des défis en tout genre et dans chacun de nos projets, en fait et il y a souvent, bah, une composante sportive, comme quand ça a été la Laponie, du coup, on avait rajouté des skis de randonnée, et donc c'est pourquoi, ben, on s'entraîne quotidiennement. Ça peut aller de 1 à 2 heures de sport par jour, voire plus, des fois et au fil des années, eh bien, nous avons souhaité repousser nos limites en visant des objectifs qui sont un peu plus ambitieux, comme par exemple le trail et le trail de longue distance, on y arrive gentiment. Et d'ailleurs, Jérémy, eh bien, je crois que tu as une information à nous partager sur le pourcentage de trailers qui abandonnent à cause de problèmes digestifs. Bah, en fait, il y a une étude qui est parue en 2019 sur l'UTMB. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, l'UTMB, c'est l'Ultra Trail du Mont Blanc. C'est une des courses les plus connues qui a pour but de faire le tour du Mont Blanc sans s'arrêter. Donc, pour les meilleurs, ça prend 20 heures et pour les derniers, ça prend au-delà de 40 heures. Donc, c'est quand même un effort physique intense et endurant. Et on s'est rendu compte sur l'édition de 2018 que 85% des coureurs étaient touchés par des problèmes digestifs durant leur UTMB et 23% leur entraînaient une cause d'abandon en fait. Et c'est la première cause d'abandon quand on parle de troubles digestifs. Et là, ça m'a fait tilt et je me suis dit, mais il y a un vrai sujet à explorer. Mais d'abord, reprenons en fait comment fonctionne notre corps humain et pourquoi finalement on peut avoir des troubles digestifs pendant un effort de plus de 24 heures. Et je pense que c'est central de comprendre comment fonctionne notre métabolisme entre quand on est au repos, quand il ne se passe rien, et quand on est durant une activité physique. Pour ça, Léonora va nous donner deux, trois conseils. Alors, le métabolisme au repos, c'est ce qu'on appelle plus communément le métabolisme de base. Donc, c'est simplement l'énergie que le corps va utiliser et dont il a besoin pour répondre aux fonctions vitales. Donc, la respiration, la fonction musculaire, la fonction. On recommence. Attends, je me suis emmêlée les phrases. La respiration, la circulation sanguine, tout ça. Ça dépend aussi en fonction de l'âge, du sexe, de la taille et du poids de la personne. À savoir que ce métabolisme de base, il peut aussi évoluer au cours de la vie et si on est sportif ou pas, parce que la masse musculaire brûle beaucoup de calories au repos. Ok. Voilà. Le métabolisme en activité, donc ça va être le métabolisme de base, donc l'énergie quotidienne dont le corps a besoin pour vivre, vraiment. Et on ajoute à ça la dépense physique, donc aussi bien dans le travail que dans les activités physiques des sportifs. C'est-à-dire qu'une personne sédentaire, par exemple, n'aura pas la même dépense à l'activité que quelqu'un qui est ouvrier. Ça, c'est très bien, mais concrètement, à quoi ressemble, l'apport nutritionnel, ben, d'un sportif comparé à nos apports, quotidiens? Alors, avant l'effort, on va surtout chercher à optimiser et remplir ses réserves de glycogène, qui est une forme de stockage du glucose dans les muscles et dans le foie, et aussi maintenir une hydratation optimale. Donc concrètement, on peut se faire 3 à 5 jours avant la course des glucides complexes, comme une assiette de riz, en évitant de mettre des légumes parce qu'on cherche à limiter les troubles digestifs. Pendant l'effort,
on maintient ses réserves énergétiques pour avoir l'énergie dont on a besoin sur la course et on maintient l'hydratation. Donc concrètement, là, c'est des glucides simples. Par exemple, on peut se prendre des petits gels ou des petits bars pendant la course. Et après l'effort, on va chercher à optimiser la récupération. Donc aussi bien encore cette énergie de réserve de glycogène ou les protéines pour pallier au catabolisme musculaire qu'on a eu pendant la course. Là, on peut aussi garder des glucides simples, donc tout ce qui est pâtes blanches, riz blanc, on évite les aliments complets. Et puis, on peut rajouter une petite source de protéines à ça en réintroduisant aussi un petit peu de légumes, parce que là, les fibres vont quand même apporter pas mal de vitamines et de minéraux dont le corps n'a pas eu pendant cette course-là. Dans une pratique sportive de longue distance, en fait, on se rend également compte de l'importance des glucides. Les glucides à tout va. On a besoin de sucre, mais quel type de sucre? On voit qu'il y a du glucose, il y a du fructose, quel est le pourcentage de l'un et de l'autre, quand est-ce qu'on doit manger, est-ce qu'on mange en petite quantité, est-ce qu'on mange en grande quantité? Il y a énormément de questions et il y a énormément de lectures qu'on peut voir sur Internet. Et aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de faire un point sur nous, notre expérience, donc déjà parce qu'on est sportif, également avoir l'expertise de Léonora par rapport à ça. Et ce qui semble important, c'est qu'elle nous apporte les bases fondamentales. Qu'est-ce que c'est les glucides, comment ça fonctionne dans notre corps et en quoi ça va impacter notre performance sportive. On t'écoute. Alors, les glucides, c'est primordial parce que déjà, comme on a dit précédemment, c'est la source principale d'énergie pour ce type d'effort que le corps va chercher. Ensuite, c'est pour maintenir aussi une hypoglycémie qui est stable, parce que ça peut induire, s'il y a des perturbations comme ça physiologiques dans le corps, des troubles et puis une fatigue un petit peu plus intense. Plus on épuise ses réserves de glycogène rapidement, plus on va être fatigué rapidement aussi. Donc c'est pour ça que c'est très important pendant l'effort de les maintenir au maximum. Alors en termes de quantité de glucides par heure, c'est vrai que comparé à un sportif, lambda, qui est plutôt sur du 60 à 90 grammes. Là, sur ce type d'effort longue durée et intense, on va être entre 90 et 120 grammes de glucides par heure. Ce qui demande sur la norme haute une bonne tolérance digestive et un bon entraînement plusieurs mois avant la course. Bah merci Léonora pour ton intervention et il y a une chose que j'ai vue dont on parle relativement peu, c'est le mécanisme de dérivation vasculaire. Bon, on peut croire que c'est un terme qui est assez technique, mais pour vous expliquer simplement, c'est que pendant une activité physique, notre organisme ne fonctionne pas de la même manière. C'est-à-dire qu'au repos, habituellement, un ensemble, le sang est acheminé au niveau du système digestif de manière plus importante, ce qui nous permet de digérer avec facilité les produits qu'on peut manger. Pendant une activité physique, on fait du sport, donc nos muscles ont besoin d'énergie de manière beaucoup plus importante que notre système digestif. C'est pour ça que c'est beaucoup plus difficile de digérer, et ça, justement, ça va amener tout un ensemble de problèmes, que ça peut entraîner des vomissements, des crampes abdominales, des nausées, etc. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour justement éviter tous ces problèmes? La première chose, et Léonora le dit très très bien, c'est que ça s'entraîne en fait de bien manger pendant un effort physique. Donc c'est pas parce qu'on va faire une course de 1 heure et demie, 2 heures qu'on peut pas prendre un gel avec soi, un gel généralement qu'on va utiliser le jour de la course si on a envie de faire des courses, pour préparer et que en fait notre système digestif euh, se prépare en fait à ingurgiter ce type de produit-là et ne soit pas découvre pas un nouveau produit le jour de la course. Ouais. Et ça, on a tendance à l'oublier en fait. On pense que c'est que physique en fait. La performance physique, c'est que s'entraîner, faire des kilomètres, c'est aussi du cardio. Mais en fait, la nutrition, encore plus dans l'ultra-distance, eh ben, c'est fondamental. Et quand on écoute les grands tenants, les experts de l'ultra-trail, ils disent que c'est la première chose qu'ils travaillent avant même le côté mental ou le côté physique, quoi. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais notifier. Et la deuxième chose qui m'avait marqué, c'est qu'il fallait mélanger les sources de glucides. Donc, dans les glucides, il y a deux types de glucides différents. Il y a les glucoses, qui peuvent être à travers les gels, à travers les barres énergétiques, mais il y a aussi le fructose. Et ça, on pourrait croire, ils sont pas métabolisés de la même manière par notre système digestif. Donc, par exemple, on dit qu'il faut avoir une fourchette de 80-20. 80% de glucose pour 20% de fructose. Le fructose, on pourra plus habituellement le trouver dans des bananes ou dans des produits secs comme des abricots secs, etc. Et quand on arrive justement à un ravitaillement sur une course, faut pas se jeter soit sur les carrés de chocolat, soit sur le saucisson. On vous connaît les petits malins. Martin nous en avait déjà parlé, mais on vous connaît.
et que c'était central en fait de pas toujours manger la même chose et que, faut manger très régulièrement aussi pendant la course. C'est pas faut habituer notre corps et notre organisme à manger et à boire, parce qu'on va faire aussi une aparté sur l'hydratation juste après, que ça doit être en petite quantité. Oui, non, ça c'est tout à fait vrai et pour ceux qui ont des problèmes d'estomac ou qui ont un estomac qui est plus sensible, c'est important aussi de calibrer. Parce qu'il y a des gels effectivement qui vont avoir plus de glucose que de fructose et inversement et c'est pour ça que c'est super important de s'entraîner, de tester les gels et de voir la tolérance digestive. Parce qu'une tolérance peut-être sur 1 heure ou 2, ben, elle sera pas la même, sur, 3, 4 voire, des ultra distances comme des fois des 20 heures. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment trouver les gels, les techniques aussi parce qu'il existe les poudres aussi hein, qu'on met dans l'eau, etc., qui ramènent un peu aux mêmes effets. Et c'est pour ça que c'est vraiment important de savoir qu'est-ce qui nous correspond le mieux. Et ça fait finalement partie de son entraînement, dans son entraînement quotidien. Donc ça, effectivement, c'est très important. Et justement, pour préparer ce podcast, je suis allé voir le site qui s'appelle mieuxcourir.fr qui nous explique en fonction des différentes gels, donc les différentes marques, comment élaborer un plan nutritionnel pour ses courses. Et je trouvais que c'était hyper intéressant parce qu'on a le sentiment qu'il y a un fouillis d'informations, de marques, on ne sait pas ce qui est bon, mauvais, naturel ou pas. Et justement, en fonction des marques et de son budget, parce qu'il faut le dire, ça a un coût énorme, ben, qu'est-ce qui peut le mieux nous correspondre? Voilà, c'était juste une petite aparté par Bah, rapport à ça. c'est très intéressant, on va mettre le lien en description parce que ça peut vous être utile à tous. Ensuite, on voulait faire un petit point sur l'hydratation et je crois que Léonora nous donne des informations très intéressantes par rapport à ça. Alors, l'hydratation, elle a quand même son rôle primordial aussi bien pour les glucides dans ce type d'effort, à savoir que l'eau, en tout cas, elle peut pas être stockée comme les glucides ou les lipides hein, en termes de macronutriments. Donc, il faut avoir un chiffre en tête, 1% de déshydratation, c'est 10% de performance en moins. Donc, on cherche à l'optimiser au maximal. Après, en termes de quantité, on est plus sur du 150 à 200 ml toutes les 15-20 minutes, aussi pour limiter les troubles digestifs et sur du 500, 1 demi-litre à 1 litre d'eau par heure, bien couplé avec des électrolytes pour être hydraté intracellulairement. Pour compléter, ce que vient de nous dire Léonora, j'ai des choses qui semblent essentielles, que j'ai lues notamment. En fait, je suis allé dans des forums d'ultra trailers qui ont partagé un peu leur expérience et en fait, chacun nous expliquait, «Oui, mais moi, je sue énormément, comment ça se fait? Est-ce que je dois boire plus? Est-ce que je dois attendre la sensation de soif?» Et en fait, j'ai fait une analyse un peu de tout ça et la majorité des personnes et des trailers me expliquaient, que fallait jamais attendre la sensation de soif et que c'était important de boire par petites quantités, mais de manière très régulière. Ce que je trouve aussi très intéressant, c'est que les montres connectées, donc maintenant, généralement, tous ceux qui font de l'ultra-endurance ont une montre connectée, il y a des programmes qui sont mis en place, justement, pour rappeler quand est-ce qu'il faut boire. Ça peut être toutes les 10 minutes, ça peut être toutes les 20 minutes, et en fait, c'est vraiment au cas par cas. Mm. Donc je trouve que c'est hyper intéressant. Et le deuxième point qui me semble fondamental, Léonora a donné pas mal d'indices par rapport à ça, mais c'est qu'on sue énormément, donc on perd des sels minéraux, et par rapport à cette perte de sels minéraux, déjà ça peut avoir une défaillance rénale, on peut l'oublier que ça peut causer des abandons, mais également avoir des problèmes sur notre santé. Mais c'est surtout qu'il va falloir justement rééquilibrer ces pertes, notamment en ne buvant pas juste de l'eau simple, mais il va falloir la compléter avec des électrolytes. Donc ça, vous allez voir sur les différents sites, mais des électrolytes, c'est fondamental dans sa pratique sportive, et notamment dans de l'ultra-endurance. Enfin, par rapport à ça, moi, je vais vous parler un peu de mon expérience personnelle, sur l'expérience trail justement en 2024, où je me rendais compte que sur mes deuxièmes parties de course, je crampais énormément Ouais. et je me suis rendu compte, et notamment je remercie Martin pour ça, on en revient toujours à Martin finalement. Et Martin fait une newsletter qui m'a marqué et il disait, bon, on se rend compte tous, on le sait pas en fait, et moi, même moi infirmier, je le savais pas. Je me disais, mais pourquoi je crampe autant et encore plus pendant une activité physique? Et je me suis dit que c'était peut-être en fait dû à comment je fonctionnais au repos en fait. Et je me suis rendu compte que j'étais carencé en magnésium. Et d'une manière générale, dans notre société, je crois que c'est plus de 95% des personnes qui sont carencées en magnésium tout le temps. On est tout le temps carencé. Donc pour ça, il nous conseille de forcément se substituer en magnésium à travers des gélules et ça limite au final, du coup, pendant son activité sportive, la capacité à avoir des crampes. Et même indépendamment de notre capacité à boire de l'eau. Évidemment, c'est mieux si on le fait ensemble, mais en toile de fond, il faut éviter d'être carencé en magnésium. Et ça me semble important de l'évoquer dans ce podcast. Ouais, tout à fait. Et ça, c'est du coup l'eau, la quantité d'eau qu'on va prendre et comment on va fonctionner. Moi, par exemple, dans ma pratique sportive, j'essaye chaque
heure de finir 500 millilitres d'eau et je sais que du coup je peux pas l'attaquer instant comme ça, il faut que je le prenne petit à petit. Donc par exemple dans le dernier trail qu'on a fait dans le trail de la vallée de Joux, et ben justement j'essayais au maximum de me descendre un petit peu d'eau, des millilitres tranquillement au fur et à mesure. Et quand je pouvais pas, parce qu'il y a un moment où tu es en montée, tu dois respirer, tu dois te challenger aussi, et ben arrivé au ravitaillement, là je me descendais mes 200 millilitres au minimum, voire 250, et puis ensuite hop on repart. Alors à savoir que la filtration du rein ça correspond environ à 500 millilitres par heure, donc automatiquement si vous buvez 250 millilitres d'un coup, ça va pas combler vos apports, ça c'est quand même important de le rappeler, mais c'est vrai que cette sensation de soif elle est importante de ne pas l'atteindre, et pourtant bah forcément voilà on est dans une pratique sportive où c'est difficile, et bah forcément on va pas réussir à boire tout ce qu'on veut, mais ça c'est pas grave, en tout cas il faut avoir les notions en tête et c'est déjà ça qui est important. Et justement, une autre chose que j'avais vue sur ce site Mieux Courir qui m'avait parlé du moins, c'est qu'on ne sue pas tous de la même manière. Donc évidemment, ça dépend de notre environnement. Est-ce qu'on est en plein été, est-ce qu'on est en plein hiver? Ça va pas être le cas pour tout le monde. Mais surtout, un exercice que je vous conseille à faire pour ceux qui veulent faire de la course à pied d'une manière plus générale, c'est que vous vous pesez le matin, à jeun, vous allez courir 1 heure et vous rendez compte combien de kilos vous avez perdu. Et en fait, vous savez la proportion d'eau que vous avez perdue pendant un effort d'1 heure. Ouais. Et par rapport à ça, on peut faire un calcul pour savoir combien de millilitres au minimum on a besoin de boire pendant une activité physique, que ce soit de l'ultra-endurance ou que ce soit pendant un semi ou un marathon, quoi. Et je Ok. trouvais que c'était un exercice qui était relativement simple à faire, mais pour savoir, entre guillemets, comment en fait compléter une bonne hydratation par rapport à sa situation personnelle, quoi. Ok, ça c'est très intéressant effectivement. Donc merci beaucoup à Léonora d'avoir participé à notre podcast, et c'est vrai nous avons oublié de vous le dire dans le podcast précédent, mais vous pouvez retrouver tous nos intervenants en description, les liens vous pouvez les retrouver que ce soit sur Instagram, leur site internet, etc. Sur ce, j'aimerais maintenant qu'on aborde l'impact de notre nutrition, l'impact de nos assiettes sur l'environnement. Et oui, je vous rappelle que notre association a déjà pour vocation de faire de la prévention environnementale. Et notamment, on va dans les écoles, les lycées, et à travers des documentaires, on tente de sensibiliser sur l'impact de l'environnement, des problèmes environnementaux sur notre santé. Et aujourd'hui, j'aimerais ouvrir un petit peu le débat autour du coût carbone des aliments qui se trouvent dans notre assiette. Mais en fait, il y a déjà énormément de choses à dire par rapport à ça, et je pense que je suis obligé de vous partager des chiffres. Les chiffres, à un moment, c'est central pour comprendre les choix qu'on va faire quand on est dans un supermarché. Et les premiers chiffres qui m'ont marqué, c'est qu'aujourd'hui, 22% de nos émissions de CO2 en un an, pour un Européen classique, donc là on va prendre nous en France, ils sont dus à l'alimentation. Ça veut dire que c'est le troisième après le transport et le logement. Donc ça me paraît déjà central de comprendre que nous avons, nous consommateurs, un réel enjeu en fait, et que quand on va au supermarché, c'est pas juste on va acheter ce qui nous fait plaisir, et on se rend pas compte en fait de l'incidence que ça peut avoir. La deuxième chose que je voulais vous informer, c'est que 52% des produits que l'on achète, ils viennent de l'industrie agroalimentaire. On en a déjà parlé des interventions qu'on faisait dans les lycées et chez les jeunes, mais aujourd'hui, les lobbyistes, comme on les appelle, donc ceux qui vous poussent à acheter, ils se tournent exclusivement vers ces jeunes, et on se rend compte que quand on est face aux rayons, il y a énormément de produits qui sont très très chers, et on parlera du prix juste après, et qui ont un impact totalement néfaste, soit parce qu'ils sont trop salés, soit parce qu'ils sont pleins de perturbateurs endocriniens, et c'est un impact mais vraiment catastrophique sur notre santé, parce que c'est une habitude alimentaire et c'est une pratique addictive, et sans s'en rendre compte, on va consommer ces produits de manière un peu machinale, et ça va avoir un réel impact. Et je rappelle juste que le lobbying, donc il y en a partout, hein, il y en a pour n'importe quoi, c'est juste des stratégies marketing. Ça va être soit sur des emballages, soit sur la position dans les rayons aussi, il faut être très attentif aux produits où est-ce qu'ils sont posés dans les rayons. Et ça, c'est important de parler de lobbying, c'est pas du complot, c'est important de le rappeler, c'est vraiment
la société marketing, en fait, qui fonctionne comme ça, avec des gens qui essayent d'influencer nos choix, que ce soit des bons ou des mauvais choix d'ailleurs, parce que finalement, le lobbying n'est pas néfaste tout le temps. Cependant, on se rend compte qu'il y a une part du lobbying qui est beaucoup plus importante dans tout ce qui va être addiction, lié au sucre, lié aux produits ultra transformés. Et c'est ça, en fait, en soi, qu'on essaye d'alerter, de montrer qu'en fait, manger des produits sains, une orange, c'est une orange. Un jus d'orange, c'est un produit transformé déjà. Donc, en fait, on privilégiera plutôt de manger une orange plus qu'un jus d'orange. En plus, ça, il y Euh, a des fibres en plus. Enfin, il y a... c'est des fibres, à savoir que par exemple, quand on coupe un fruit, déjà 50% de la vitamine a déjà disparu. Donc en fait, quand on fait un jus d'orange, on rajoute des vitamines dedans, puisqu'en fait, on a perdu les Oui. réelles vitamines. Donc c'est pour ça que c'est important de consommer un fruit, un produit non transformé et directement un vrai produit. Je suis totalement d'accord avec toi. Et là, du coup, je veux aussi m'appuyer sur l'importance de manger végétal dans notre assiette. On a tendance à l'oublier que aujourd'hui, ça fait débat. Ça fait débat de partout sur les véganes, le végétarisme, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mal. Et je pense que c'est aussi important de rappeler quelques chiffres sur l'impact de la consommation de produits animaux dans notre assiette. Et on se rend compte aujourd'hui, il y a quelque chose qui est important à dire, c'est que aujourd'hui, ce qui se passe dans notre assiette, le transport, ça représente simplement 10% de l'empreinte carbone de l'aliment qui se trouve dans notre assiette, contrairement à 80% qui vient de la manière dont on a produit cet aliment. Je donne un exemple tout simple. Aujourd'hui, pour produire 1 kilo de bœuf, on pourrait se dire, ok, le kilo de bœuf, il est juste, il est là dans mon assiette, mais on ne sait pas tout ce qui s'est passé en amont. Et tout ce qui s'est passé en amont, c'est que le bœuf, il a besoin de maïs, il a besoin de soja. Aujourd'hui, le maïs, le soja, c'est 1200 litres d'eau pour pouvoir le produire. C'est généralement produit pas à côté de chez nous, ça pousse à l'autre bout de la planète, donc il y a ce coût de transport, mais il y a aussi également, l'animal, il a grandi. L'animal, aujourd'hui, pour consommer 1 kilo de bœuf, c'est 13 500 litres d'eau nécessaires pour qu'il grandisse et ensuite qu'il finisse dans notre assiette. Donc cet impact, on a souvent tendance à l'oublier, en fait, contrairement au fait que quand on mange de manière beaucoup plus végétale, on limite justement tout ce qui se passe dans la production de l'aliment. Et c'est pas pour ça qu'on va être carencé en source de protéines, parce qu'aujourd'hui, on le sait, et en s'informant de manière relativement facile, on peut trouver qu'à travers le soja ou à travers d'autres légumineuses, qui justement est aussi conseillé par le Plan national de nutrition santé, qu'on doit varier ses sources de protéines. Et ces sources de protéines, elles fonctionnent aussi pas que dans la viande, et on a tendance à l'oublier. Donc ça me semblait important de le rappeler. Et puis faut même rappeler, on va rajouter aussi quelques petits chiffres qui sont très intéressants, mais souvent on a tendance à dire que si on mange local, par exemple, si on mange de la viande locale, bah, du coup, c'est mieux que, par exemple, si on fait venir un produit de bien plus loin. Eh bien, pour casser un petit peu ces clichés aussi, ce qui va être intéressant de vous expliquer, c'est que, comme le disait Jérémy, de la viande, ça demande maturation, ça demande de l'eau, et on va parler aussi en coût carbone. Et le coût carbone, par exemple, d'une viande qui est à côté de chez nous, vu qu'elle a demandé des exports, de faire grandir le bétail, même sans parler de la nourriture d'où elle vient, eh bien ça représente 90 tonnes de CO2 pour un Un kilo. élevage bovin. Ok. Et quand on prend par exemple une banane qui vient de l'autre bout de la planète, on est à 0,7 tonnes de CO2. Donc on est beaucoup moindre que le coût en CO2. Donc c'est pour ça que finalement, en fait, juste la consommation de viande, et il faut rappeler que si on retire simplement une seule, dans nos repas, par exemple, si tous les jours on mange de la viande, si on retire un Un seul repas? un seul repas avec de la viande, on baisse le coût en énergie, en coût carbone, quasi de moitié. Donc c'est quand même important, juste Ah ok, c'est énorme. de retirer Un repas, un quoi. repas. Ok, donc ça semble absolument central en fait. Ok, donc là il y a une chose on enchaîne? Tu veux qu'on fasse une aparté sur le prix? Bah ouais, là tu peux. Ok. Ok, mais dit tout ça, c'est intéressant, mais est-ce que ça coûte pas finalement plus cher comment on fait en fait quand on va au supermarché et souvent on est un peu perdu.
Moi, j'ai le sentiment que les consommateurs sont un peu perdus, il y a énormément de choix et aujourd'hui, est-ce que toi, tu aurais des conseils à nous donner? Sachant qu'en ce moment, en plus, tu fais un régime particulier, est-ce que tu peux nous donner un peu les tenants et les aboutissants? Est-ce que tu as du mal finalement à faire, tes choix? Est-ce que tu cuisines davantage? Comment ça se passe un peu au quotidien et comment tu fonctionnes? Alors, effectivement, là, avec, un régime particulier, donc, à la fois de sportif, donc qui me demande énormément de protéines, j'essaye de compléter de différentes manières. Heu, Avec mon intestin et avec mon estomac, bah, c'est compliqué de pour l'instant, de pouvoir aller au-delà, de mes besoins, par exemple, de prendre des protéines végétales à la place de protéines animales, puisque pour l'instant, c'est plus, les protéines animales qui me correspondent. Mais par contre, il y a une importance, c'est l'éducation. En fait, aujourd'hui, bah, quand on parlait par exemple des lobbying, on a malheureusement des idées reçues et ça, c'est pas de notre faute. Les idées reçues ne sont pas de notre faute. C'est quelque chose qu'on nous a implanté et je reprendrai par exemple, l'exemple de la cigarette. La cigarette, en fait, pendant très longtemps, on nous a dit que c'était bon. Nos grands-parents, les personnes âgées aujourd'hui en fait, sont impactés. C'est la résultante de lobbying de la cigarette qui nous ont dit que c'était bon. Et aujourd'hui, bah, nous, c'est un peu le même principe avec la viande animale. Et il faut juste comprendre que on reste en fait dans des clichés et dans des croyances. Et donc l'éducation est importante. Et aujourd'hui, pour en revenir du coup au prix, eh bien, oui, moi je trouve que quand je vais acheter, mes produits, que ce soit, de la viande, bah, je trouve ça extrêmement cher. Donc déjà si on en consomme un petit peu moins, bah, on va se rendre compte que ça nous coûte, bah, finalement moins cher et ensuite on se dit: «Bah, oui, mais moi j'essaye de faire attention à mon portefeuille parce que, je veux aller au restaurant, parce que je veux aller, manger avec des amis, parce que je» et en fait, moi dans mon quotidien actuellement, ce que je me rends compte, c'est que j'ai décidé que je n'irai plus au restaurant ou moins souvent que j'irai au restaurant, simplement, que ce qu'il va y avoir dans mon assiette va être meilleur et de meilleure qualité. Donc finalement, je me fais un peu comme un restaurant un peu tous les jours. Donc le budget que j'ai alloué, à la base pour, aller au restaurant ou me faire plaisir, je sais pas, par exemple, si surtout et je pense surtout aux jeunes, en France, les étudiants qui, eux, ont peine à finir les fins de mois et doivent manger obligatoirement juste des pâtes et cetera et ben, je pense réellement à eux parce que des fois, on va se dire: «Ouais, mais je préfère aller au McDo, me faire Me faire plaisir. me faire plaisir en fait et au final, il faut se rappeler que non, le plaisir est pas là, le plaisir est dans tous les jours en fait, dans tous les jours, ce qu'on va réussir à consommer et c'est ça qu'il faut vraiment c'est ça qu'on essaye vraiment d'apporter aux jeunes et quand on va en intervention dans les écoles, c'est vraiment de rappeler où sont les centres d'intérêt et c'est une bataille qui est démesurée, hein, c'est un peu David contre Goliath parce que, ce sont les lobbying qui principalement en fait Je pousse. nous poussent à consommer, nous informent mal et c'est pour ça que là on aimerait, revenir un peu aux essentiels. L'essentiel c'est quoi? C'est finalement quand on va manger de se faire plaisir. Ouais, et je pense que de se faire plaisir, ça passe déjà sur le fait de cuisiner soi-même ses propres aliments. C'est, est-ce qu'on a réellement besoin d'aller au supermarché, prendre sa voiture pour aller au centre commercial, alors qu'à côté de chez nous, on s'en rend peut-être pas forcément compte, mais il y a, un jardin partagé et prendre 3 courgettes, 2 tomates et faire, une petite ratatouille. Enfin, c'est des choses simples, mais c'est des choses qu'on ne voit même plus, en fait Ouais. et je me rends compte que prendre plaisir et moi, qui suis en plus, enfin, végétarien, donc je pense que c'est essentiel, encore plus quand on est végétarien, de cuisiner. Et ben, cuisiner, ça nous apporte vraiment une réelle dose de plaisir, d'accomplissement et de se dire que, bah, en fait, il y a rien de transformé parce que l'aliment, je l'ai pris, je l'ai découpé, je l'ai cuit et je l'ai mangé, quoi. Et il y a une interview que j'ai écoutée d'Alain Passard, qui est un grand chef, gastronomique en France. Il disait qu'en fait, on a perdu ce plaisir-là et qu'aujourd'hui, entre un petit pois qui a poussé jusqu'à 11h30, je l'ai cueilli à 11h30 et à 13h30, il a été digéré dans mon estomac, bah, les valeurs nutritionnelles sont conservées. Il y a eu on peut pas faire plus de circuits courts que ça Mmh. et on se rend compte que ça peut apporter, c'est très simple comme geste, c'est très simple et finalement les vertus sont très, très importantes et elles sont oubliées en fait aujourd'hui Ouais. et ça m'avait marqué. Effectivement, quand on parlait, de lobbying et de d'agroalimentaire, eh bien, on a eu la chance de voir en avant-première le documentaire «De la guerre froide à la guerre verte» par, la réalisatrice Ana Recalde Miranda, qui est Une franco-paraguayenne.
Une franco-paraguayenne, exactement. Du coup, elle va nous parler, en fait, des plantations de soja et de l'impact, en fait, des gouvernements, tout ce qu'il y a eu et ça sort le 26 mars prochain et on aura, l'occasion de vous en parler parce que, du coup, on va intervenir pour, des conférences, débats par rapport à la projection de ce documentaire vers Ouais, Annecy, mais on vous en reparlera bien évidemment. Mais l'aparté était importante parce que ça parle exactement du sujet qu'on débat aujourd'hui. et d'ailleurs, vous nous direz si ça vous intéresse qu'on fasse, un podcast. Pourquoi pas, avec, Anna Recalde-Miranda? On trouve qu'on pourrait pousser le sujet encore plus loin et comprendre, elle, ce qu'elle a vu vraiment sur le terrain, plus que nous, ce qu'on a vu dans le film et son expertise serait très intéressante. Dites-nous, n'hésitez pas. Et pour reprendre un peu sur, du coup, sur le pitch de ce documentaire, aujourd'hui, la frontière entre le Paraguay et le Brésil, c'est devenu un désert vert, un désert de plantation de soja, et c'est le berceau de l'agro-industrie mondiale. Et on se rend compte que dans ces régions, pardon, on se rend compte que dans ces régions d'Amérique latine, la dictature, la violence politique, elle a toujours été présente et aujourd'hui, ça impacte les défenseurs du vivant et les défenseurs de la terre. Donc il y a des peuples autochtones, mais il y a également des activistes qui sont sur place. Et aujourd'hui, c'est la région du monde où il y a le plus d'homicides pour ces défenseurs du vivant. Et Anna Recalde Miranda a décidé de se rendre sur place pour comprendre ce qui se passait et faire un peu un regard entre le passé, le présent et le futur sur est-ce que les violences politiques qui ont été menées dans les années 50 et dans les années 60, elles sont en lien aujourd'hui avec cette politique intensiviste des pratiques de soja et en quoi finalement ça nous concerne en fait, nous, même si on ne vient pas de ces régions-là. On trouvait que c'était très très pertinent et que fallait absolument en parler. La première chose qui m'a marqué, c'est que j'ai encore repris des chiffres. Tu vas me dire, Guillaume, mais arrête avec les chiffres. Mais je trouve que c'est central de comprendre en quoi bah, le soja, il est déterminant dans la production de viande animale. Aujourd'hui, 40% des céréales qui sont produites, elles servent à nourrir le bétail. Donc, ça pousse pas à côté de chez nous. On sait qu'aujourd'hui, les animaux se nourrissent exclusivement de maïs et de soja. Et que ce sont des céréales qui sont très énergivores en eau et la déforestation, parce que vu que c'est de l'agro-business, la déforestation est impactée par ces productions intensivistes de soja, utilisées et couplées avec des pesticides. On peut vous dire aujourd'hui, et c'est une certitude, c'est avéré, que ça a un impact environnemental qui est désastreux pour notre planète. Et ce qui est encore plus triste, c'est que les prévisions d'une hausse de 60% de la production de viande est envisagée d'ici à 2080. Donc c'est quand même un chiffre qui est alarmant, on n'est pas sur une pente descendante, on est plutôt sur une pente ascendante. Même si on se rend compte aujourd'hui que les chiffres qu'un Français moyen, il a diminué sa consommation de viande par rapport aux années 70, je pense qu'il est toujours important d'alerter et de communiquer par rapport à ça, comme on le fait aujourd'hui, mais je pense que même dans la sphère familiale ou amicale, euh, on a trop tendance à oublier qu'il y a des gens qui meurent aujourd'hui pour, entre guillemets, défendre notre vivant et défendre justement bah, notre planète. Et on ne peut pas ne pas en parler en fait. Et je trouve que la manière dont elle aborde le sujet dans son documentaire, bah, ça reflète bien que nous, on ferme un peu les yeux et on a un peu des œillères par rapport à ce qui se passe en Amérique latine, alors On que ça est, nous concerne complètement en fait. on est même en fait pas informé. Et moi, ce qui m'a choqué, c'est qu'il y a des atrocités. Je vais pas vous spoiler le documentaire parce que du coup, il y a quand même elle parle d'atrocités qui ont été faites sur les peuples autochtones et d'une manière en fait dont il les attaque ou il les tue directement pour s'approprier leurs terres. Et en fait, c'est des choses que nous, on n'est pas au courant. Par contre, là où on a notre pouvoir, et là, alors, je parle d'un monde utopiste, hein, parce que c'est quand même, faut imaginer que toute la Terre décide de devenir végétarien et de se suppléer simplement avec des aliments végétaux. Il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, la production de soja, si on se supplée qu'avec du soja, encore une fois, il y a d'autres, il y a Oui, il y a deux sources de protéines, des évidemment. légumineuses, etc. Mais admettons qu'on soit dans un monde utopiste, eh bien, il faut se rendre compte que la production
aujourd'hui qui est de alors je crois que c'est 80 la production de soja, eh bien ça réduirait, on n'utiliserait que 20 à 40 de la production mondiale actuelle si Oui, tout le monde était, végétarien. Parce qu'en fait, on a souvent tendance à oublier que, c'est pas parce que tout le monde devient végétarien et que du coup on mange du soja, que du coup on va devoir augmenter la production. C'est un peu contre-intuitif, mais en fait, vu qu'on mange de la viande par exemple, on passe par en fait, on va pas de l'aliment à notre assiette. On passe par un intermédiaire qui est le bœuf, par exemple pour la ouais, viande de bœuf. évidemment. Et donc du coup, cet intermédiaire fait que ça lui demande beaucoup, beaucoup plus à manger, ça demande à maturer. Alors que si on mange du soja, on prend la plante, on le mange direct. Donc c'est pour ça que là, il y a cette notion qui est quand même importante. Toi, tu disais qu'effectivement, bah, ça va continuer à augmenter, alors qu'aujourd'hui, la production pourrait tout simplement diminuer de 20 à 40%. Et c'est quand même énorme, sachant que si on le fait, si chaque personne, au lieu de manger tous les jours de la viande, en retire une fois, il y a un réel impact. Et une autre chose aussi, c'est que il ne faut pas oublier que quand on dit que qu'on consomme moins de viande, c'est vrai et c'est faux. Parce qu'en fait, quand on va on en consomme moins à la maison. Par contre, quand on va dans un fast-food, quand on mange des produits transformés, quand on Mange de la utilise charcuterie, ça, c'est le quand facteur on énorme alors aussi. après c'est vraiment plus, je parle vraiment des produits transformés et des McDo, par exemple, ou des chaînes de fast-food. Eh bien, la viande qu'on y trouve, on la consomme quand même et cette viande, en fait, fait partie des plus mauvaises viandes utilisées, et c'est en fait, c'est juste en enlevant ces choses-là, par exemple, une fois de la viande, chez soi et ne plus consommer, la viande dans les fast-food, plutôt aller au restaurant et Et puis s'informer d'où elle vient aussi, la viande, je pense aussi. alors s'informer aussi d'où elle vient, et ben, en fait, si on fait ces petits gestes-là, et ben, en fait, on se rend compte qu'on a réellement un pouvoir. Et c'est pour ça que je parlais un peu d'utopie, parce que ça voudrait dire que tout le monde doit être d'accord et tout le monde doit se mettre d'accord à ne plus consommer. Et c'est là où on se rend compte de la force du peuple. Parce que souvent, ce qu'on va nous poser comme question, et souvent ce qu'on nous pose comme question, c'est vos idées, c'est très bien, mais maintenant, comment on les met en place? Moi, je fais quoi? Ouais, Et, c'est et vrai, ça, ça, ça revient tout le ça, temps. ça, c'est quelque chose qui revient tout le temps et qui est important de communiquer. Et la première chose à faire, eh bien, c'est, voilà, vous voyez, en fait, les actes citoyens que vous pouvez tout simplement faire sans se dire, ah ouais, mais les autres, ils vont pas le faire, etc. Non, parce qu'en fait, nous, on est les David, on est les plus petits et on va se battre contre une énorme industrie agroalimentaire. Et ben, simplement, si dans un idéal, tout le monde arrête, bah, l'industrie agroalimentaire, elle va arrêter de le faire puisque personne ne consomme. Donc, ça devient déficitaire pour eux, donc Ah il n'y a bah, aucun intérêt s'ils qu'ils le le font, font. c'est que c'est le marché de l'offre et la demande, hein. S'ils le font, c'est qu'il y a de la demande. Et S'ils ils poussent produisent autant, c'est qu'il y a de la Et demande. ils poussent à cette demande. Donc, Exactement. donc du coup, c'est pour ça qu'il faut vraiment, véritablement, un bon équilibre. Et ce documentaire-là, on vous invite réellement pour ceux qui sont aux alentours d'Annecy, Bah, venir discuter de avec nous venir déjà. discuter avec nous et avec la réalisatrice, parce que Mmh. ça va être quelque chose de très intéressant. On communiquera les dates, bien évidemment, dans les prochains podcasts. Eh bien, écoutez, je crois qu'on arrive gentiment à la fin de ce podcast. Merci Jérémy. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci Léonora pour son intervention. Et n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube et en écoute sur Spotify ou Deezer. N'oubliez pas de vous abonner, c'est important pour nous, ça nous permet de continuer. N'oubliez pas de partager également, plus on est de fous, plus on rit. Et je pense qu'ensemble, on peut aller bien plus loin. Bref, moi, je vous souhaite une très bonne soirée si c'est le cas, une très bonne journée. À bientôt.